la patte, elle est pas faite? Non. Voilà. Bah tu sais, finalement, avec Val, on se connaissait pas tant que ça. Quand on était jeunes, on se parlait quasiment pas. Donc c'est vrai qu'on faisait des activités complètement différentes. Alex il est très vite parti en montagne pour faire ses études, pour grimper. Et moi je suis resté en Bretagne à côté de la mer pour pouvoir m'entraîner. Un jour avec Val, on s'est revus et on s'est dit que ce serait vraiment cool de faire un truc ensemble. De toute manière, je pense que si on l'avait pas fait à ce moment-là, on l'aurait jamais fait. Comme avec Val, on est breton et qu'on adore la mer et la montagne, on s'est dit qu'on allait essayer d'allier les deux. Du coup, on a essayé de partir au Groenland en voilier. Et ça a été super vite. En 2 jours, on avait trouvé le bateau parfait. Et 1 semaine plus tard, on l'avait acheté. C'est génial ce genre de mouillage. Et ensuite, c'était parti pour La rouille. C'est très acidulé comme sensation. On voit vraiment la rouille se dissoudre d'elle-même, c'est magnifique. Alors le bateau, il était incroyable. Alors par contre, il n'était pas tout à fait en état de naviguer. Le bateau était rempli d'eau. Il y avait quand même beaucoup de réparations, soudures à faire dessus. Et le problème, c'est qu'il faisait très froid. Il pleuvait tous les jours. Il y avait du vent tous les jours. Alors, il y avait toute l'étanchéité à revoir. On a un créneau météo, il fait beau, il fait à peu près bon, on doit faire une dizaine de degrés. Donc on va essayer de poser le Sikaflex et poser le hublot quoi. Quand je soudais, tu étais comme un con dans Oh les fours putain, en les train années de vie que j'ai de... perdues là. On a fini les soudures, donc l'avenir nous dira si elles étaient vraiment étanches. On commençait tous les matins à 8h et on finissait tous les soirs à 20h, et tous les jours de la semaine. Alors voilà, aujourd'hui, grande journée. On vient de mettre le moteur en route. Après quelques petites frayeurs au démarrage, il a fini par partir. Bon alors voilà, ça ressemble pas à grand chose. Mais bon, c'est les chantiers, c'est le bordel et puis c'est bien. Et surtout, on avait un gros impératif, c'était de finir les travaux le plus tôt possible pour pouvoir repartir avant fin mars, pour pouvoir profiter de la neige au Lofoten. Si Valentin et moi on naviguait tout seul, on n'aurait pas pu faire grand chose, donc il a fallu trouver l'équipe. 2 des noms qui sont arrivés, c'est Bruno Longuet et Benjamin Courant. Je crois que le thème du tour du voyage c'est la spontanéité. Et là on peut dire que ça a été spontané quoi. Moi ça m'a tout de suite plu, j'avais 6 mois de libre. Et un peu comme Bruno, je connaissais Alex, mais sans le connaître, c'était une connaissance, c'était des copains de copains. Et je me rappelle exactement du moment où il m'a proposé. J'avais un sourire jusque-là. Tout le monde nous a dit faites gaffe, vous connaissez pas les gens, enfin surtout pour moi, et au final, on s'est pas battu. Ça y est, parti pour l'aventure. C'est bon ça! 1 semaine et demie, on part en Norvège. C'est bon ça! Allez, on se tire d'ici, il fait pas beau là! Il a pas manqué, on fait 2 heures de nav et le pilote auto qui nous lâche. Donc du coup, voilà, le voyage s'annonce. La bonne blague. La bonne blague, c'est-à-dire qu'on va devoir faire 24 heures sur 24 d'écart. On est parti le jour de la plus grande marée du siècle. C'est vrai que ça a été une entrée assez fracassante, on va dire. En fait, au début, on a commencé à faire des quarts à 2 et on faisait des quarts de 4 heures à 2. Mais en fait, c'était tellement fatigant d'être à 2 qu'en fait, on s'est au bout de 2 jours, je crois qu'on a fait les quarts tout seul. Et quand on se retrouve avec un bateau de 10 mètres qu'on n'a jamais navigué, que même le capitaine, sa seule expérience, c'est de l'optimiste. Alex Enot, c'est un breton que j'ai rencontré à Chambéry. J'ai appris à le découvrir aussi sur le bateau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un leadership naturel. Au début, avec Valentin, on s'était dit ce serait bien que dans l'équipe, il y a un marin. Mais heureusement qu'il n'y a pas de marin qui est venu avec nous, parce qu'au bout de même pas une demi-journée, il nous aurait dit « Mais stop, c'est pas possible, c'est pas ça la voile ». Et nous, vu qu'on n'en savait rien, on se dit « Putain, c'est rude quand même ». Mais finalement, on le savait pas trop, quoi. Parce que c'était vraiment, pour nous, d'accord, ça fuit par les hublots. Bon, on pensait que c'était parce que les vagues étaient fortes. Il a pris les commandes entre guillemets du bateau, c'était lui le capitaine, mais de façon naturelle. Il avait cet aspect rassurant, mais en même temps un peu directeur aussi, sans qu'on le ressente. Quand tu fais tes erreurs, tu apprends beaucoup plus vite et tu es obligé d'apprendre parce que là, en bateau,
Si jamais tu réagis pas vite, t'es dans les cailloux ou alors t'as tout cassé. Je me souviens avant le départ, quand tu avais mis ton collant ou ta combi, tu avais dit bon bah voilà je l'enfile pour 10 jours, quelque chose dans le genre, puis nous on rigolait. Tout le monde avait rigolé. Ouais. Et en fait je crois que c'est le ciré qu'on n'a pas quitté. Enfin moi il y a des fois je dormais avec les bottes, le ciré, le bonnet, le machin, tu te mettais dans le sac de couchage, puis quand il fallait se relever pour ton quart, comme ça t'avais pas à t'habiller. Alors le quotidien dans Startigène, la mission de la journée c'est les toilettes. Donc voilà. Il y a Bruno qui s'y colle actuellement. On en était à quelques jours de mer. On avait déjà passé, on était sorti de la Manche, on était en mer du Nord. Et on avait pris la décision de quitter les côtes de l'Angleterre pour traverser la mer du Nord vers la Norvège. Il y avait tout le genois, toute la grand voile de sortie et ça surfait, mais je me croyais sur mon kayak quoi. Je m'éclatais à la barre, j'enchaînais les surfs, c'était trop bien. Et après j'ai passé le quart à Benjamin. Mais ça n'a pas duré super longtemps. On a empanné par erreur et on a tous vu le mât qui a fait une espèce de courbe. On se dit oh bah là. Et là, on va perdre le mât. Et au final, c'est Alex qui a pris le relais. D'un coup, ça a pris une ampleur incroyable. C'est qu'on s'est retrouvé avec des creux de... Les creux étaient à 4 mètres et ils sont passés, je pense, à 6-7, mais assez rapidement. Mais le vent a monté, je sais pas, il a doublé en même pas une heure. Ouais. Et on était surtoilé, donc on a essayé de prendre un peu de toile, mais on n'a pas réussi à enlever la grande voile. Et ça a fait qu'empirer. On s'est retrouvé avec des creux qui sont montés, je pense, jusqu'à 10 mètres. C'était incroyable. On a fait des surfs à 20 nœuds. À un moment donné, au plus fort de la tempête, la grande voile a complètement explosé. Valentin et Benjamin qui sont partis devant pour affaler, pendant que moi j'étais encore à la barre. Valentin a mis des coups de couteau dans la grand voile pour essayer de la tirer quoi. T'es au balcon là, au pied du mât, mais tu sens que t'es tout petit quoi, et qu'il faut pas tomber, surtout pas tomber. Je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience après 4 jours quoi, où on a dit ah oui quand même la mer ça peut être violent quoi. Finalement ça pouvait nous coûter la vie et là vraiment d'être dans ces grosses vagues et dans ce vent, ça... Moi qui avais invité Benjamin et Bruno dans notre projet, je me suis aussi vraiment dit merde, est-ce que c'est vraiment honnête de ma part de les emmener alors que j'ai pas vraiment d'expérience en mer, Valentin non plus. On a fait de l'optimiste quand même. Ouais, on a fait de l'optimiste, mais ouais, cette tempête, je pense que c'est la tempête qui a marqué quelque chose et je pense qu'on est très vite, on est tous devenus bons en voile. Mais vraiment, hein, on a tous commencé à Anticiper un peu, ouais, surtout, voilà. quoi. Pas se laisser rattraper par les conditions météo et vraiment dès qu'on sentait que le vent forçait un peu, on n'hésitait pas, quitte à être un peu sous-toilé, on réduisait vraiment rapidement quoi. Puis après, bon, aussi, ce qui calme, c'est les heures de couture qu'on a fait, parce que les grandes voiles, on les plie, on les fracasse, on les découpe, mais après, faut les recoudre. Première journée, histoire de faire l'entrée par la grande porte, on se tape une mer bien mouvementée et puis on déchire le génois. Donc un peu de couture. Donc voilà, l'aventure commence bien. Du coup, après toutes les péripéties en mer du Nord, on est arrivé en Norvège et on savait qu'il y avait une autre tempête qui arrivait. Ça y est, on voit rien mais on arrive. D'accord, parce que bon, avec une mer un peu plus calme, ce soir il y a 40 degrés. Avec une mer un peu moins calme. On a déjà fait les frais aux mers du Nord, on s'est dit c'est pas la peine de fou. C'était le grand suspense de savoir est-ce qu'il allait encore y avoir de la neige, parce qu'on n'avait aucune info finalement là-dessus. Après on a repéré, on a acheté un bout de carte et puis on allait se mettre dans un bras de mer où on s'est dit là il y a des montagnes autour, c'est sûr il va y avoir du ski, il va y avoir du bon ski. Et en fait on s'est posé là et puis dès le lendemain on a sorti les lattes et puis on est allé autour et on a étoilé à partir du bateau. Dès les premiers jours on a eu de la super neige. Valentin il a fait ses premières sorties en ski de rando. Alors Valentin, on se connaissait pas du tout avant le voyage, je l'ai jamais rencontré. Bon, après je savais que c'était un frère Renotte, donc de toute façon il serait doué de capacités physiques exceptionnelles. Et bon ça n'a pas manqué, hein. Lui il a un niveau international en surf-ski. C'est du kayak de mer en fait. Donc on utilise entre autres la houle pour se faire avancer, on fait vraiment des surfs. Son milieu c'était la mer, c'était la Bretagne, c'était le surf-ski, c'était tout ça.
Mais par contre, le ski, la grimpe, l'escalade et tout ça, c'était pas du tout son milieu. C'est un milieu qu'il connaissait pas comme son frère. Et finalement, il a réussi à s'adapter avec une facilité pour le ski en Norvège et tout ça qui était juste exceptionnel, quoi. 5 ans que j'avais pas touché un ski. Et là, je me retrouve dans de la poudreuse jusqu'aux genoux. C'était juste incroyable, les paysages étaient juste dingues. Ce qui est génial, c'est que avant tout, c'est pas juste un sportif, quoi. C'est aussi quelqu'un avec qui on peut parler de tout, quoi. En littérature, au niveau nutritif et tout ça pour l'alimentation, au niveau de l'entraînement et tout ça. Et donc, ça a permis qu'en fait, on s'est jamais ennuyé pendant ce voyage. Puis du coup, après quoi, une dizaine de jours de ski de rando, je pense, où on a skié tous les jours, on a commencé à regarder les faces, quoi. Et à un moment, on est tombé sur une face qui s'appelle le Rulton. Et là, on a vu une goulotte juste parfaite, quoi. Ce beau couloir. C'était tout plaqué, il avait juste neigé avant avec un peu de vent et tout, ça nous avait plaqué une bonne neige. Donc voilà, là, le bateau vient de nous déposer. On vient d'arriver en annexe. Sans topo, mais bon, on pensait bien que c'était bon. On a tenté l'aventure, nous trois, Benjamin, moi et Alex. Et puis Valentin qui nous a fait la nave en bateau. On a fait quand même une ascension de rêve, quoi. Alors voilà donc le pied de notre couloir. Un peu plus raide que ce qu'on pensait. En fait, on savait pas si c'était un couloir à ski ou une goulotte. Bon, bah, finalement, on croyait plus que c'était un couloir. un couloir à ski au début. Bon, finalement, c'était une bonne goulotte. C'était bien raide comme il fallait, quoi. Donc on va essayer de trouver un endroit pas trop mal pour se préparer. Puis on va sortir les 2 piolets. Hein. Des passages à 80, 85 degrés en glace. Dans une expé, je pense qu'avoir quelqu'un comme Alex avec nous, ben c'est un sacré plus, quoi. Voilà, première longueur en glace au Lofoten. Donc bah, c'est plutôt classe hein, comme cadre. Je savais déjà ce qu'il avait fait en montagne. C'est un peu l'anti-sportif de haut niveau, c'est-à-dire que des fois il s'entraîne énormément, des fois il s'entraîne pas du tout, mais quoi qu'il arrive, il est super fort, quoi. On a été un peu ambitieux sur les broches. On avait 5 ou 6 broches pour une longueur de quasiment 60 mètres. Mais bon, ça l'a fait. Et maintenant, il nous reste toute cette partie à gravir. Ça a l'air absolument génialissime. Bon, bah première longueur de glace pour moi, avec un piolet. Donc j'avais jamais rencontré Bruno avant de partir en voyage. Hein. Avec Alexandre m'avait parlé de son accident avant qu'il arrive. En fait, en 2013, où je suis resté coincé en montagne et puis ça a tout gelé, donc j'ai eu des engelures et j'ai perdu les doigts. On s'est quand même fait avoir sur la première, hein. On pensait descendre à ski. Ouais. Pour ça, je pense qu'on sera si on fait, on est les premiers. Ouais. Par rapport à ton handicap, au début, je t'associais vachement à ça. Et au fur et à mesure, je le vois plus comme quelque chose de contraignant, même si ça l'est quand même. Tu peux faire quand même énormément de choses, quoi. Voilà, couture sans les doigts, par Bruno Longuet. On n'est pas signé pour ça, nous. Non. Moi, c'est vrai qu'en plus, j'étais pas trop reparti en montagne depuis mon accident, juste un petit peu avec mon frère au Canada. Et moi, ce qui me faisait peur, les médecins m'avaient dit faut pas que vous remettiez vos mains au froid pendant 3 ans. Ça faisait 1 an ou 1 an et demi, quelque chose dans le genre. Ça alterne entre des couloirs, des longueurs plus raides. On a l'impression qu'on va bientôt avoir du mixte. Benjamin, il fait moins le malin, c'est lui qui est repassé en tête. Et c'est là-haut qu'on va. Ah, c'est vraiment super beau. C'était pas évident. Et en fait, on savait pas si ça allait sortir. Et au fur et à mesure qu'on montait, on se disait la retraite, ça devient de plus en plus compliqué. Mais moi, j'étais impressionné des capacités de Bruno en montagne, malgré son manque de phalanges, quoi. Je veux dire, il y a qu'une main où il a les premières phalanges. Ça veut dire, il tape son piolet, il se rééquilibre, il désancre et il réancre de suite. Oh. Putain, eh ben, c'est le plus dur mix de ma vie. Alors moi, je trouve que c'est assez exceptionnel ce que j'ai fait, même si j'avais pas d'handicap, et de voir que je peux encore le faire avec l'handicap. Moi, et grâce à mes amis finalement. Benjamin en train de misérer dans de la neige inconsistante.
On espère que c'est la sortie de la brèche. On est sûr de rien, mais il y a de grandes chances. Ça va être la surprise de savoir si on est bloqué en haut ou pas. En pleine renfougne. C'est vraiment pas évident. Mais bon, c'est génial, hein. C'est ça qu'on aime. Au final, on a réussi à sortir, on a réussi à trouver un passage qui prenait un bout de rocher. Et en fait, pour sortir dans un endroit, c'était complètement incroyable. Et on arrive au sommet, bon après bien 8 Ouais, heures, 8 heures c'était de- quand même long, hein, ça faisait Ouais. bien 400, 500, 600 mètres. Ouais. Et du coup, Benjamin qui décolle, qui nous abandonne tous les deux, il décolle avec la soupe. Benjamin, il avait la petite spécialité en plus par rapport à nous, c'est que c'est un parapentiste quand même de haut niveau. Et c'était l'homme polyvalent, c'était lui qui était bon en tout, qui savait tout faire. À partir du moment où on était sur l'arête, moi je sentais que ça allait pouvoir décoller. Du coup, on arrive au sommet, moi j'étais déjà dans mon vol et dans mon décollage et ils m'ont aidé un petit peu à décoller, à déplier la voile. Et c'était un peu notre référent, quoi qu'on fasse, que ce soit en alpinisme, en ski et tout ça, c'était toujours bien réglé. Au final, j'ai décollé, je suis allé survoler le couloir. J'ai posé, Valentin il m'a récupéré peut-être 5 minutes, 10 minutes après. Et pendant que les deux loustiques là ils étaient dans la descente et pour eux c'était pas fini. Hein. Oui, nous, Bruno, Sorti du merdier, mon pauvre. on est parti pour une deuxième bartasse. Exactement. Ouais, parce qu'en fait, on pouvait pas redescendre par là où on était monté. C'était Ouais, vraiment. c'était beaucoup trop On n'avait pas raide, posé de rappel, on n'avait pas de matos. Et du coup, on a vu un couloir de l'autre côté qui semblait descendre. Non, en fait, on est descendu dans un couloir à avalanche en fait. Ouais, voilà, Mais vraiment dans le couloir parfait avalanche. C'était un goulot, ça finissait à la main, c'était 10 mètres de large et du coup, on s'en prenait tout le temps plein la gueule. Quoi. Ah ouais. Mais bon, voilà, c'est les risques de l'aventure aussi. Et c'est là, ce jour-là, je pense, je me suis dit, le parapente, c'est quand même pas mal. Donc au bout de quelques semaines dans les Lofoten, on est arrivé dans le nord et on voulait se faire un sommet qui s'appelait le Moisalen. Et il commençait à faire un petit peu froid, ça avait gelé plusieurs nuits de suite. Et le matin quand on s'est levé, il y avait, je pense, un bon centimètre de glace partout dans le fjord. Et il fallait quand même qu'on aille à terre, quoi. Donc avec notre petite annexe qui prenait l'eau. Oh là là, ça va être trop vite. Allez-y, ramez. Vas-y, avancez, moi, je brise la glace. Oh, vous avez vu, je vous avais dit qu'il fallait pas se lever à 6h. Arrête-toi. On va mourir. Déjà 20 mètres. On peut pas avancer hein. Si, paye un peu de ton côté, hein. Enfin, de l'autre côté. À Guillet, là, doucement, où on était au moteur. Ils disaient pourvu qu'il n'y en ait pas un qui tombe à l'eau. Ils disaient non, il a aucune chance, il va jusqu'au fond. Là-bas, c'est souvent des fonds, il y a 150 mètres ou des trucs dans le genre, tu le récupères pas le gazzo. Quoi. Et je crois que pour faire 50 mètres, on a dû mettre 45 minutes. Quoi. Et au final, on est parti sur le Moisalen direct après. Direct après. Et du coup, pour Valentin, je crois que c'était sa première course un peu en Ouais, moi c'était alpi. la première fois que je faisais de l'alpinisme, c'est un bien gros mot, mais Ouais, c'était quand il y même. avait 2-3 petits passages sympas. Et ça a été une découverte pour moi, qui a été assez mitigée, je sais pas, ça m'a pas plus que ça, autant le ski j'ai vraiment adoré. Mais l'alpi, il y a un engagement dont j'ai vraiment pas l'habitude et qui m'a perturbé, quoi. Franchement, On n'avait pas prévu que ce serait aussi raide à la fin et c'était pas si facile. Alors pour une première expérience, Ce qui m'a dérangé, c'est le fait d'être encordé. Ah ouais. Et de ne pas avoir de point entre nous ou au-dessus pour tenir, quoi. Ah, de Le point fait que d'assurage. toi tu sois le point d'assurage, bah, ça m'a pas plu du tout, quoi. Ouais, Donc, C'est-à-dire qu'en si je fait, glisse et que je t'embarque, ou si il Enfin, glisse, il t'embarque. C'est le plus haut sommet des Lofoten. Il y a eu de la glace, de la neige, il y a quand même une bonne descente. Mm. Benjamin et moi, on a pu décoller. Lui, Ouais. il a atterri, t'as fait un atterrissage. Moi, j'ai fait un amérissage.
Et je l'entendais jurer, il disait putain quelle merde, il était énervé. Et il avait la voile devant qui prenait l'air. Il commençait à couler et tout ça. Ah ouais, non, c'était. Mais bon. Et après, il y a Alex et Val qui sont arrivés, eux ils sont descendus en ski. Alors Valentin se prépare à descendre sa première pente de glace. C'est du C'est plaisir bien aussi. sympa, hein. la descente. Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir, ça glisse un peu. Bon, au moins il reste sur ses skis. Mais... C'est moi qui commence? Ouais. Pourquoi? le couloir. Le couloir. Ah. Je pense une des descentes à ski qui était la plus marquante. Je ne saurais plus dire le sommet, hein, c'est des noms norvégiens. Mais c'est un sommet, donc on avait fait une première ascension, on avait fait tous les quatre une première descente. Et puis avec Alex, on s'est dit, nous on va remonter, on va essayer de faire. C'était tellement bon. On a dit, on va essayer de refaire un sommet qui est un peu plus rocheux, puis voir s'il y a un couloir derrière, quoi. Et puis on a tapé dans le mille, quoi. On a pu redescendre dans un couloir qui était juste parfait, quoi. Je pense que c'était quoi, c'était à 30-40 de moyenne. Bien large, de quoi faire du bon ski, aucune trace. Puis devant l'eau, enfin, Devant c'est l'eau. vraiment le cadre parfait. Je sais pas si on parle quand on est arrivé. Ah oui, Le lâcher d'annexe. Lâcher la neige. après on est arrivé et puis Valentin et Benjamin étaient déjà arrivés. Sauf qu'on était au mouillage et donc il fallait revenir avec l'annexe. Alors on a tout essayé avec Bruno pour les appeler, pour qu'ils nous entendent. Il y avait un vent pas possible, je sais plus s'il pleuvait ou pas, mais c'était vraiment le mauvais temps. Et à un moment donné, ils finissent par nous entendre. Et puis, on les entend nous dire « On vous envoie l'annexe !» Quoi ? On vous envoie l'annexe ! Non, 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 non. Et là, ils lâchent l'annexe parce que le vent était plus ou moins dans notre direction. Et l'annexe qui commence à dériver vers nous. Sauf que forcément, il devait y avoir un contre-courant ou pas, mais à 20 mètres du bord, elle a commencé à dériver et à longer le fort. Et alors, Elle a longé toute la côte et Bruno, on courait après. pour pas qu'elle parte là. Et à un moment donné, mais juste avant que ça passe la pointe et qu'elle parte là, on a réussi en se foutant à l'eau à la récupérer. Autant dire, je me sentais un peu con. Ah ouais. Ça, c'était ma mauvaise bonne idée. C'était- Alors, Exécuté par moi, hein, donc bon, alors je sais pas qui est le plus Après, responsable, mais il a fallu, au bout d'un mois et demi de pur ski de rando, il a fallu penser à la suite du voyage et de repartir vers l'Islande. Seulement, on s'était pas du tout occupé des voiles là, pendant ce moment. Là, on a ressorti les voiles, on a fait oh là là. On profite de cette petite journée ensoleillée pour essayer de terminer de réparer les voiles. Ensoleillé, ouais. À la base, il y avait une déchirure ici, juste sur le bord de la tranchée. Ça fait en gros 15 cm de couture, il faut compter combien de temps environ? Je pense que pour une couture, pour faire le tour de ce carré, il va me falloir 1 heure. Oui, il y a le grand voile qui est là, il reste à peu près 1,50 m, 2 mètres de couture à faire. En cumulé, ça doit faire 1 semaine non-stop qu'on fait de la couture. Et il est temps que ça se termine. On avait les doigts dans un état. Chaque fois qu'on devait mettre les aiguilles, c'était le supplice, quoi. Donc, la difficulté, c'est que les voiles sont super dures à percer. Dès qu'on est dans les renforts ou dès qu'il y a plus de 2 épaisseurs, ça devient compliqué. On a déjà pété pas mal d'aiguilles. D'ailleurs, ah non. on a cassé quelques-unes. On a cassé quelques-unes. Et en fait, il y a eu un soir où on avait fait 3 courses à un supermarché. Et Alex, il a dit, allez, on va voir les poubelles du supermarché. C'est ici que les choses se passent. Ok. Ça a été la mine d'or, quoi. Encore du brocoli. Oh non Allez Il y avait des gâteaux. Il y avait des Tout gâteaux mangé du par pain. catégorie. De la pizza, des petits pains, de la pizza. Oh, des citrons verts! Non faire des petits ponts, Oh putain, ça c'est bon ça. Ça en était indécent parce Ça en que était indécent. le fruit était parfait quoi. Benjamin au service. Yes, Il nous a concocté un petit plat 100% gratuit. qui donne 100% envie. Il y a Bruno qui attend impatient de sauter sur son assiette. Au final, on a réussi à faire de la bonne cuisine pendant le temps où on réparait les voiles et c'était pas plus mal. Ça y est, les amarres sont larguées. Salut la Norvège, on se reverra. On part pour l'Islande, où on espérait d'ici une dizaine de jours. Normalement, le vent est avec nous, on l'aura portant presque au-dessus du long avec quelques jours un peu plus gros et quelques jours de plat. Bruno a remis son petit collant moulant.
Normalement le bateau va être sec. On a vérifié tous les hublots, bouché toutes les aérations. Le départ s'est passé tout en douceur. On avait un peu peur pour les voiles. Apparemment, elles tiennent. Des belles voiles, toutes pas neuves. On a quand même eu du sale temps quand on s'est pris 2 dépressions pendant le truc. Voilà, je viens de finir un quart là. Il y a un peu de vent, je pense qu'il y a 30 nœuds. On commence à avoir 2,50 m, 3 mètres de creux. De la pétole. Aujourd'hui, pas de vent. C'est dur l'écart, Bruno, ou quoi? Là, on est à peu près à 100 000 de l'Islande. On n'avance plus. Il va à 2 nœuds, il nous faudra à peu près 2 jours pour y aller. Oh, de la pluie, comme toujours. Ouais. Et il faisait jour longtemps, donc ça c'était plutôt agréable. Donc Bruno me replace, il a l'air super content. Ouais, donc 2 h du matin, là, il doit faire un petit 2 degrés. Équipé, 2 paires de chaussettes, 2 paires de gants. Bon bah déjà ce qui est pas mal c'est qu'il fait pas nuit. Hein. Je crois que l'élément le plus marquant du voyage c'est Benjamin. Qui lui n'a pas trop apprécié la nave. En fait, j'ai chopé vraiment un gros mal de mer et c'était assez terrible, quoi. Je me voyais rien faire. Je faisais mon quart comme je pouvais. Je me mettais dans ma couchette, je vomissais. Ça me tenait chaud parce que je vomissais, ça me contractait. Donc j'avais un peu chaud, je m'endormais. Bam, je me réveillais, je vomissais. Après, du coup, c'était vite le moment de refaire mon quart. Il était au plus mal et il sortait quand même, il mettait son ciré comme il pouvait. Moi, je trouvais ça incroyable. Je me disais, mais comment c'est possible? Il a fait comme ça pendant 4 jours quoi. Et puis le lendemain, je crois que c'était mon anniversaire. Et puis il y a eu Brunix, il m'avait commandé les orques. Et voilà. Et du coup, j'ai eu les orques et puis un peu les globicéphales. Voilà. Parfait quoi. Le Il était bonheur. requinqué. On s'est arrêté dans un petit port qui s'appelait Hofen. Et ben avec de la chance c'était le seul port du sud, on savait pas. Mais... On avait pris au pif sur on la avait carte. pris au pif sur la carte mais c'était le seul. Et bon ça a été une arrivée assez épique aussi. 2 km avant d'arriver, on essaie d'élever le moteur. Bon, on a peut-être quelques petits soucis avec le moteur. Alexandre, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe là? Donc là, on vient de finir de changer les filtres. Et puis nous, on n'est pas mécano, alors on testait quoi. On testait un filtre, on le remettait, ça marchait pas. Bon, bah, on va tester le deuxième. On a un gasoil qui est un peu douteux, il est un peu trouble. C'est le moment de vérité. Et ben, échec. Et au final, Ça y est, la bête marche. Et c'est vrai que là-bas on s'est bien amusé. Y'a pas d'eau là. C'est quoi ce bordel? Et on a pu sauter un peu d'iceberg en iceberg, faire des petits parcours et tout ça, tomber dans l'eau. Enfin, voilà. Il y a un cadre vraiment sympa aussi. et donc là, à Reykjavik, on en a profité pour remettre le bateau un petit peu en état, lui refaire un petit coup de neuf. Et on est resté à Reykjavik 2 semaines en attendant un créneau météo. Et faire nos adieux à Valentin. Donc c'est vrai qu'en Norvège, j'ai pris la décision de quitter le bateau à partir de l'Islande pour revenir en France pour faire la sélection équipe de France et me préparer pour le championnat du monde. C'est vrai que ça a été compliqué à prendre comme décision, on a quand même pas mal parlé ensemble. Et surtout Alex, il me disait qu'il fallait absolument que j'ai aucun regret. Et je savais que quel que soit le choix que je ferais, j'aurais quand même quelques remords, quelques scrupules. Je pensais pouvoir continuer à m'entraîner 1 fois, 2 fois par jour. Et en pratique, 1 fois en Norvège, en Islande, il faisait beaucoup trop froid et je pouvais pas m'entraîner. Et il y a peut-être ça qui a joué sur ma décision aussi, c'est que je pensais pouvoir rester au niveau et j'ai vu mon physique se détériorer au fur et à mesure du voyage. Et tu deviens en fait un petit peu sédentaire. Ouais. Et t'as plus aucune forme physique, quoi. Tu dépéris petit à petit. Ouais, c'est ça, tu passes tes journées assis à prendre tes quarts, tu ne nourris pas très bien, il fait froid, c'est humide, et c'est compliqué de rester en forme. Bah, pour nous, ça changeait complètement la vie à bord parce qu'on avait créé une espèce de micro-société où tout le monde avait un peu sa place. Et donc c'était un peu l'inconnu pour nous parce qu'il fallait qu'on reparte sur des nouvelles bases. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des tensions et tout ça? C'est vrai que du coup, dès que j'ai pris l'avion, je me suis dit, mais je suis vraiment un enfoiré, quoi. Et après,
Quand je vois les conditions météo, l'écart qui se faisait, j'étais là, mais je suis pas là, enfin je suis pas à ma place en France, je devrais être sur le bateau à prendre mes quarts. Et... Je sais pas ce qui m'a poussé à rentrer en France et pas revenir. Mais je sais pas, c'est peut-être l'expérience que j'avais eue de l'alpinisme dans les Lofoten qui m'avait pas plus emballé que ça. Et puis, enfin c'est pas mon milieu, c'est pas mon domaine. Et finalement, quand j'ai vu leurs photos et leurs expériences après. On a profité d'une fenêtre météo qui était plutôt bonne hein, pour aller jusqu'au Groenland. Ça y est, un départ de plus. On avait 1000 milles à faire environ pour rejoindre le cap Farel, c'est le cap le plus au sud du Groenland. Bon Bruno, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite tempête? Moi pour l'instant là c'est la plus grosse frayeur en mer. Hein. Parce que bon là la tempête elle était pas aussi forte on va dire qu'en mer du Nord mais quasi. Le cas c'est qu'elle a duré 48 heures quoi, au lieu de durer 6 heures. Donc ça fatigue quoi, on a dormi, tu dors 6 heures, tu fais qu'un quart de 3 heures, puis t'as du mal à dormir pendant tes 6 heures, ça gigote de partout. Du coup déjà c'est un peu la fatigue mentale qui prend un coup quoi. Et puis là on arrive avec pas mal de vent et des icebergs peut-être ou des glaçons un peu de partout. Donc c'est vrai que ça fait peur quoi. Pour l'instant on n'a encore rien vu mais on va voir. Ça va être la surprise. On avait prévu de passer dans un canal naturel qui en fait était complètement obstrué par le pack de glace. Donc vraiment c'était la glace qui descend du pôle Nord et qui vient se mettre sur les côtes du Groenland. Et en fait on pouvait pas rentrer. On pouvait pas rentrer dans le Groenland. Bah, vu que depuis 2-3 jours on est pas mal joueurs, c'est pas vraiment la peine de changer les bonnes habitudes. Je sais pas si on peut dire que ça nous réussit quand même. On arrive au Groenland, on savait pas ce que c'était le pack, on en parle, il y a des cartes et tout, mais on se rend pas compte. On se dit est-ce que ça va être quelques icebergs à droite à gauche? Mais non, en fait ça fait vraiment quelque chose de solide qui fait presque à certains endroits une muraille impassable quoi. C'est quand même. Et en plus, donc on arrive dans ce pack, on essaye petit à petit d'avancer dedans, et là, le moteur pour pas en louper une, et ben il nous lâche. C'était un peu la panique hein, parce qu'il y avait une autre dépression qui allait arriver. Par contre là pour le coup on était dans le pack et il fallait réparer et il fallait faire quelque chose en tout cas. Soit fallait rentrer, soit fallait sortir. En fait on naviguait vraiment entre les premiers gros icebergs. Au début, même les petits comme ça, on essayait de les éviter. Moi, je me rappelle d'espèces de tours énormes à côté desquelles on passait et qui respiraient, quoi, ça faisait. À un moment donné, il y a eu un moment critique où Alex il a pris la décision de passer le pack. Soit on rentrait à la maison, soit on rentrait au Groenland. Mais si on restait là, c'était sûr qu'on allait couler parce qu'avec la tempête, la glace nous aurait fracassé le bateau. Et là, je suis sorti et je sais pas, il y avait Bruno à la barre, je l'ai remplacé et à un moment donné, j'ai vu un tout petit chenal s'ouvrir et je sais pas, je l'ai regardé. Et puis je me rappelle encore avoir poussé la barre en le regardant comme ça et Bruno il a rien dit, moi non plus, on est rentré. J'ai redonné la barre à Bruno, je suis allé dans le mât. Et je l'ai guidé comme ça pendant, je sais pas, 1 heure au moins. Et 1 heure après, je me rappelle. Et là, pendant 1 heure, personne ne disait rien parce que si jamais on était bloqué, finalement, je pense qu'on était mort. Quand on a vu les îles, non mais la libération. Quoi. Ça sent bon quand même, hein, parce que là, ça a l'air dégagé. Hein. On s'est tous dit, c'est bon, quoi qu'il arrive, on pourra y aller à la nage ou en annexe. C'est bon. Cette arrivée, elle était quand même hyper marquante, quoi. C'est pas toujours évident, surtout avec pour. Longuet qui nous casse les rouleaux. Quoi. Voilà. Hein Il en pense quoi, Longuet? Ouais, j'en pense que ça va faire. Le Saint Graal, c'était de pouvoir arriver quand même au Groenland et faire de la grimpe là-bas, essayer d'ouvrir des voies. Et donc le première initiative qu'on a prise, c'est d'abord d'aller
vers un secteur où il y avait des voies qui étaient ouvertes, donc c'est Taziermut, le fjord Taziermut. Donc là, c'est le dernier crux avant l'entrée dans le fjord. On va essayer de se faufiler, hein. Si besoin, on va pousser la glace. Et donc là-bas, il y a le Ketil, il y a toutes les grandes faces du Groenland qui ont déjà été ouvertes, qui ont déjà été exploitées, mais qui nous permettaient de nous remettre à la grimpe déjà, parce qu'on n'avait pas grimpé depuis 4 mois, quoi. Et puis après, voilà, un des objectifs, c'était quand même de faire la face du Ketil, donc c'est une face de 1400 mètres, juste super imposante, super raide, et voilà, ça nous plaisait d'aller passer quelques jours là-bas. C'est quand même 1400 mètres de cailloux verticales, on voit quand même pas ça souvent. Et ce qui me rappelle, ce qui était assez drôle, c'est que quand on arrivait au pied, on a dit, on voyait des bouts, on se disait, bah ça, ouais, ok, ça c'est de longueur, ça c'est... Et il y a une pente de neige qu'avec Bruno, on voulait aller équiper. On s'était dit, bah ça fait à peu près 60-70 mètres. Une via qui était censée faire 60 mètres de long. Qui en fait 300. Voilà. C'est ça. Mais bon. C'est tellement grande qu'on se rend compte de rien au niveau de la hauteur. Et puis 10 minutes qu'on est en train de misérer. Et c'est la première longueur. Et voilà, une demi-journée. Voilà, super. Il y aura une photo démente à faire avec quelqu'un accoudé comme ça là. Arrivé au sommet, il y a resté a priori 60 une mètres, longueur. Et je fais cette première longueur là qui était pas facile quand même, où je me rappelle, il faisait froid, on n'était pas bien, et j'avais quand même quasiment pas grimpé, j'avais quasiment tout artifé, et j'arrive sous cette cheminée. Et la cheminée, là, je regarde, elle était toute gelée, j'avais plus de coinceur, et je me rappelle m'être dit, mais comme une espèce d'intuition qui me dit non, n'y va pas, Alex, c'est pas bon. Et pourtant, c'était fini, quoi. Il restait, je pense, 15 mètres de cheminée, et puis c'était le sommet. Et je me rappelle encore arriver là-dessous et me dire non, si tu vas te scratcher, quoi. Et sans vraiment de regret, je regarde les autres, et puis je suis descendu. Donc c'est quand même bizarre devant le sommet de prendre la décision de descendre. Et c'est vrai que le sommet c'est que la petite cerise sur le gâteau, mais c'est toute la partie d'avant qui coule, quoi. Et puis après, on était 3 et on a choisi 2 manières différentes de descendre. Donc il y a le petit vénard Benjamin qui avait pris son parapente. Enfin, petit vénard, j'aurais pas aimé être à sa place, parce que alors, nous on tenait la voile un peu en hauteur, il était en avant, il était sur un terrain qui roulait, des gros galets qui roulaient un peu sur eux-mêmes et tout ça. Il y avait 0 vent, on n'avait pas de thermique, on n'avait rien du tout pour aider à faire flotter la voile au-dessus. C'était pas du tout adapté, Ouais. mais en fait, il y avait je sais pas, je le sentais, j'avais envie d'y aller. Et il rate un ou 2 décos pour partir. Putain, ça va être chaud. On commence à Mais abandonner, attends, mais on dit... quand il rate, il s'arrêtait mais devant le vide. Je me disais, mais on peut C'est pas pas décoller là, possible, quoi. c'est pas... Et il y a quand même eu un moment où je me suis dit, bon, là, ça va trop loin. Ouais. Et je me rappelle très bien d'Alex qui me dit, ah, je sens quelque chose qui vient de la gauche. Ouais. Du Il y coup, avait un tout petit air. Du coup, je me suis tourné. Et je me rappelle qu'avant, j'avais coupé la GoPro. En fait, j'avais pas envie d'avoir cet aspect, qui pousse en pression avant. qui me pousse. Du coup, c'est pour ça, il n'y a pas d'image du décollage à proprement parler. Mais je me rappelle, du coup, je me tourne. Et là, ils tiennent la voile. Je fais un pas, la voile, je la sens pas. Mais je me dis que si je la sens pas, c'est que c'est à peu près bon. Il part. Et en fait, bon, bah voilà, tu sautes une falaise, quoi. Du coup, nous, on voit clairement la voile disparaître avec lui. On entend un énorme cri, on se dit non. Quand je l'ai entendu crier, pour moi, c'était un cri désespéré. Je me suis dit, on va aller chercher un corps. Et là, on le voit réapparaître comme s'il prenait un peu un thermique, comme ça, il ressort avec... Et en fait, j'ai jamais eu cette sensation-là, c'est-à-dire d'une telle libération. J'en parle encore avec émotion. Et c'est là où j'ai mis la vidéo et j'étais comme un dingue, quoi. Je me suis tourné et j'ai cette vision des copains là, qui m'ont aidé à décoller et qui s'éloignent, tu vois. Merci les copains. Vous êtes des amours. Et là, je les vois qui s'éloignent. Et moi, j'étais sauvé. Mais avec le recul, en fait, c'est un engagement qui est un peu insensé parce que il n'y a pas d'intérêt à faire un truc comme ça. Mais quand tu es dans le truc, ben moi j'avais envie de le faire et je sentais quelque chose en moi qui avait vraiment envie de le faire, quoi.
Et je le regrette pas, mais c'est un truc que je referai, mais je sais que je referai plus jamais un déco pareil, quoi. T'as un risque qui est pris sur l'instant, mais après ça te fait réfléchir à te dire nous il y a un risque qui a été pris sur 14 heures. Voilà, c'est ça. En arrivant au Groenland, il y a un monsieur qui nous avait dit je suis désolé les gars, mais ici vous pourrez pas ouvrir de voie. On s'est dit ah bon, c'est étonnant quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de montagnes. Et il nous avait vendu quelque chose de tout équipé, tout ce qui pouvait être équipé était équipé. Du coup on était un peu déçus. Et au final on est allé voir quand même avec le bateau qui était shock-proof. Alors, quelle voie tu comptes grimper, Alex? Alors là, ce soir, ça va pas être une voie, c'est tous nos beaux coinceurs pour aller amarrer le bateau sur notre superbe ponton. Encore? On n'a jamais fait ça encore, alors ça risque d'être drôle. Et donc on s'est retrouvé dans un fjord pas très loin de Tazermut. Ok, ça arrive à te stopper, c'est bien là. Bon, il tient celui-là. Celui-là, il est béton. Allez. Je sais pas ce que t'en penses, Bruno, mais je pense qu'on peut pas trouver plus authentique qu'un mouillage. Ça, c'est du mouillage. Ça, c'était un moment qui était assez fort. Alex, il rêvait de ça depuis sa putain d'enfance. Quand on a repéré ce mur, là, je me suis dit, on était comme des nains, là, à regarder les lignes, les fissures, et puis de pouvoir s'amarrer au pied, là, c'était juste le rêve, quoi. Ça, c'est l'objectif. Le drapeau breton qui flotte, ça c'est important ça. Et on a pu partir, ouvrir une voie qu'on a appelée débarquement immédiat. On assurait du bateau et on a fait une voie qui doit faire 600 mètres. Bon, il reste du travail, hein. Départ blanche! Parce que voilà, il y avait cette vision à chaque fois, à chaque relais qu'on était, on regardait, on voyait comment allait Startigen en bas, si le bateau était toujours en vis, il fallait faire gaffe à pas lécher de pierre parce qu'on était vraiment juste au-dessus du bateau, quoi. Et les pierres qu'on faisait tomber, Ça tombait sur le bateau. ça tombait sur le bateau, quoi. On va pas boire. Ah, mais ça risque de prendre un peu de temps. Et puis c'est ça, c'était vraiment une ligne logique, c'était des super fissures, et on montait dedans, et puis c'est ça, on se faisait nos relais, et on arrivait, on se regardait, on continue par là, et la ligne était assez logique. Ou juste là, tu pars là. Ça a pas l'air dur là. Bon, il faut voir ce qu'il y a derrière. Bah là, t'as l'air d'avoir une fissure qui se fait tout le long. Hein. Je crois qu'il retombe dans le tapis après, ou Bah, qui va tout droit là. C'est quand tu veux pour le plan. Tu filmes quand je mange. Bah ouais. Et la voie est belle en plus. Je veux dire, elle est homogène. Elle est assez homogène dans le 5 sub 6A. C'était pas très dur. Il y a eu deux longueurs un peu plus dures qui étaient autour de 6C, je crois. Ouais. T'as un très bon Knox juste derrière toi. Ça va, là, il reste. Il reste quelques longueurs. Encore. Non mais tu le connais pas hein. Alors c'est pareil, c'est que le bateau était amarré contre la falaise, mais des fois on voyait les icebergs qui passaient pas là, on se dit là, si jamais ça coule le bateau, On n'a plus rien pour On n'a revenir plus à rien. terre. Ouais, attention. Et après, on est descendu en rappel dans la voie, donc on a équipé les rappels. Bon, bah, maman. Voilà le relais de descente. J'explique tout. Bien sûr,
me suis sacrifié pour prendre le dernier relais, parce que les autres sont assurés, mais pas moi. Et voilà. Ah, t'as perdu quoi. Non, je me suis sacrifié. Ça, Ça volontairement. tu savais que j'allais faire la feuille. C'est du propre. C'est Valentin qui dira encore que c'est vraiment un sport de con. Voilà. Il aurait raison. Il aurait raison. Dédicace à toi, Valentin. C'est toi le plus intelligent. Hein. On peut dire que c'est Bruno le plus con aussi. Hein. Quel con. Du coup, ça veut dire que le dernier appel, ben, tu débarques sur le bateau, quoi. Ça, c'était un de mes grands rêves. Alors, je peux te dire, ça c'est fait maintenant. Tu tires ton dernier appel et la corde elle tombe sur le bateau. Paf. Revenu à la maison. Tu loves, c'est plié, rideau. Zéro marge d'approche, quoi. C'est le rêve de tout grimpeur. C'était une des voies les plus marquantes qu'aussi avec le Ketil qu'on a fait sûrement dans le Groenland. Je pense qu'après aussi ce qu'on peut dire sur l'ensemble des ouvertures qu'on a fait, on n'a vu aucun matériel, rien que... Je veux dire, il y a encore un potentiel d'ouverture au Groenland qui est juste Illimité. énorme. Quoi. Et dans tous les niveaux. Hein. Et dans Je veux tous dire, les niveaux. Tu peux ouvrir du très dur, Tu peux ouvrir, tu peux ouvrir du 5 sup. Hein. Tu peux ouvrir du 5 sup, quoi. On était censé rester encore au moins 2 ou 3 semaines sur le plan initial. Ouais. Et un jour, après l'ouverture de débarquement immédiat, il me semble, on s'est tous un peu regardés et puis on tiens et on rentre ou quoi. Et, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Ouais. Et je pense qu'on a envoyé un message pour prendre la météo à Valentin. Il nous a dit oui, bah, dans 2 jours ou une journée même c'est bon. Et on a tout préparé le bateau et le lendemain on est parti. Pour 17 jours de nave, la fleur au fusil. C'était vachement sympa parce que en partant du Groenland, il y avait énormément de glace. On pensait pas qu'il y en aurait autant, mais surtout il y avait des baleines, il y avait Les beaucoup de sur les- phoques. ouais. C'était vraiment sympa. Ah, moi, ça m'a fait comme une libération de plus voir de glace. Et ben voilà, c'est le dernier petit morceau de glace. Ah, tu dis, ouais, c'est bon. Le Groenland, c'est derrière. Maintenant, on va tout droit. France. Donc ça a filé pendant une semaine, quoi. Et vraiment, c'était la meilleure nave qu'on a vue jusqu'ici. Et on voyait Alex qui commençait à s'ennuyer un peu, qui commençait à dire « Oh mais cette nave, 17 jours, c'est la plus longue nave, on va même pas s'en souvenir et tout ça. Il n'y a rien qui se passe. » Finalement, après cette semaine, le vent a commencé à se lever petit à petit. On commençait à voir des grimes météo qui commençaient à devenir rouges, voire violets. Là, on voyait notre Alex qui commençait à reprendre doucement le sourire. Et on a été servi pendant bien 3 jours. On a eu des vents très forts, et puis du coup une mer agitée. Mais moins creuse qu'en mer du Nord quand même, parce que je pense Moins que c'est... organisé, quoi. Ouais. À un moment donné, je pense que c'était au bout de 3 jours, le vent a commencé à baisser et la mer un petit peu, donc c'est souvent la fin. Et donc on pensait qu'il nous restait 5-6 heures de tempête encore. J'étais à la barre, on part au surf, je regarde derrière et là je vois un monstre, quoi, une espèce de déferlante, mais j'avais au moins 1,50 m de mousse déjà au-dessus de moi. Et là, mais d'un coup, tout s'est écroulé, mais dans le bateau est venu et s'est fait projeter en bas de la vague. Moi, je me suis retrouvé sous l'eau et je me rappelle, je me suis fait projeter sous le cockpit, j'avais la barre comme ça. Et je me disais, Alex, surtout, lâche pas la barre, quoi. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. La vague est clairement a ouvert le hublot et il y a peut-être, je sais pas combien des centaines de litres qui sont rentrés dans le bateau, quoi. Et du coup, moi, j'étais dans la couchette qui était juste sous le hublot. J'ai pris des centaines, j'étais trempé à plus savoir qu'en faire. Le bateau était retourné, j'étais cogné contre le plafond. J'ai cru qu'on était en train de couler, quoi. On était en mode survie, quoi. Bon, je pense qu'on a piqué, on a complètement retourné le bateau. Enfin, c'était la cata, quoi. Et la voile de tempête qui s'était passée sous l'eau et ça avait éclaté complet, elle battait dans tous les sens. Et là, du coup, on sort. On est tous sortis. Et là, on voit Alex avec le gilet de sauvetage. Il y avait Son le gilet gilet avait comme ça. explosé. Il était debout, tout penaud. On avait tout perdu, le moteur hors bord. Ah ouais, on a perdu Ouais. un paquet Oh de là trucs. là là là. Ouais. Mais après, ce qui était super, c'est que la mer s'est un peu calmée et on s'est fait, mais pendant quelques heures, des super surfs avec un super soleil. Et quelques heures plus tard, il y a des dauphins qui ont commencé à venir devant le bateau. Et après, ils nous ont suivis jusqu'à la pointe de Pinmar. À quelques jours de leur arrivée, j'ai commencé à préparer un peu, à prévenir tout le monde qu'ils étaient sur le retour.
Toutes les personnes elles étaient là dans la vieille ville de Concarneau. On a trouvé un ponton où se mettre pendant le temps de décharger. C'est les mamies, ça. Non, c'est tout le monde. Un changement d'ambiance quoi. Ouais, on retournait dans le monde, quoi. Et c'est vrai que ça a été un bel accueil, quoi. Ça m'a fait une sensation de ça y est, un peu une libération quoi. On a fait, ça y est, on a vraiment fait ce qu'on voulait et tout s'est bien passé. On a fait Norvège, Islande, Groenland, on est revenu en vie. Après quelques mésaventures, hein, mais voilà.